Merci. Merci Jean-Luc Mélenchon. Donc c'est le temps des questions. 3 questions, une par échelon, les échelons que vous venez de nous décrire. Et je donne la parole pour commencer à Marie-Pierre Missiouk, maire de Cherveux, présidente des maires des Deux-Sèvres. Je suis là. Bonjour Monsieur Mélenchon. Excusez-moi. Bonjour Monsieur Mélenchon. Ma question concerne l'accès aux soins pour tous. Je dis bien pour tous. La crise sanitaire a mis à jour l'appauvrissement de notre système de santé qui ne permet plus un accès aux soins satisfaisant en France. L'accès aux soins des Français est aujourd'hui gravement compromis par l'extension des déserts médicaux, qu'il touche aussi bien les territoires ruraux que les territoires urbains. Absolument. Et qui concerne tout autant la médecine générale que toute autre spécialité. L'hôpital public et les soignants sont à bout de souffle. Dégradation des conditions de travail, manque de personnel soignant, surcharge de tâches administratives, gestion difficile des urgences. Monsieur Mélenchon, quelle réforme globale concernant la médecine de ville, la gouvernance hospitalière, la pertinence des ARS, la formation, la répartition des professionnels de santé proposez-vous à court et moyen terme pour améliorer l'accès aux soins de nos concitoyens? Je vous remercie. Merci Madame le maire. Les ARS sont un organisme bureaucratique, inefficace, et dont la vocation a été d'introduire à l'hôpital les normes qui sont celles de la gestion des entreprises considérées comme un modèle. Alors la gestion des entreprises correspond à des normes d'organisation qui ont à voir avec la production et l'échange. Ça n'a rien à voir avec la santé publique. Le premier objectif que je me donnerai est la démarchandisation du secteur de la santé. Ce qui veut dire que, pour commencer, on cesserait la distribution père-noëlique de l'argent public, et notamment celui de la sécurité sociale, qui n'a aucune prise sur le prix des médicaments, aucune prise sur leur implantation en France. Tout ça, ça suffit. Donc il nous faut un pôle public du médicament, je le dis, pour commencer, faire la première réserve intellectuelle avec le système actuel. Évidemment, à l'hôpital, terminer la T2A, c'est-à-dire la rémunération à l'acte, qui défigure l'exercice de la profession médicale, la bureaucratise, l'administrative à mort, et surtout la concentre sur une méthode qui consiste à regarder le patient, la personne qui a besoin de soins, comme plus que jamais une chose davantage qu'une personne humaine. L'autre, c'est évidemment la durée moyenne de séjour, autre invention barbare qui résulte d'un regard statisticien sur la durée des maladies et qui aboutit à un partage absurde entre l'hôpital public et la clinique privée des malades qui sont acceptables dans des durées supportables par les uns et par les autres. Tout ça est un tissu de sottise. Le meilleur système de santé du monde a été en quelques années réduit à la situation que vous connaissez, 17 000 fermetures de lits, 5 000 en pleine crise. Et d'ailleurs, certains étant à ce point hallucinés par les tâches qu'ils avaient à accomplir dans la période précédente, en pleine crise, on continue à dire « Ah ben oui, nous allons fermer des lits ici et là », avant de se faire un peu réprimander, mais il n'empêche que 5 700 lits ont été fermés en pleine crise. Alors, nous avons à faire face à partir de là. Premièrement, une tâche de réorganisation de l'hôpital public. Réorganisation de sa norme interne, réorganisation de sa diffusion sur le territoire. Car la réduction de la présence hospitalière et de ce qui va avec a abouti, plus la désertification, à une situation absolument folle où les urgences deviennent le lieu où atterrisse tout le monde pour telle ou telle raison et on reproche aux gens d'y être. Mais enfin, on n'est pas forcément soi-même capable d'évaluer ce dont on souffre, et quand on souffre, on a toujours l'idée que c'est plus intense que ce que ça apparaît aux autres. Donc, je n'accepte pas la critique qui est faite et la méthode que je juge extrêmement dangereuse, qui consiste à dire que si vous venez aux urgences et que vous n'êtes pas hospitalisé, vous devrez payer 18 €. J'ai toujours pensé, dès que ça a été décidé, que c'était une bêtise immense que d'avoir décidé ça, parce que ça forme une forme de filtre d'accès aux soins. Je termine en vous disant comment faire face au désert médical. Parce que là, c'est une grosse question. Il nous faut, dit-on, 10 ans pour préparer un médecin. Nous sommes en état de pénurie. Ben d'abord, commençons par regarder qui a eu l'idée de cette brillante pénurie. C'était dans les années 70, le numerus clausus. À l'époque, on craignait qu'il y ait trop de praticiens, si bien que la médecine libérale deviendrait une activité moins prestigieuse qu'elle n'était avant ou rapportant moins. Et on a inventé le numerus clausus jusqu'au système actuel d'explosion, parce que nous avons été tétanisés et bloqués, avec
des mécanismes très pervers de préparation à l'entrée en première année de médecine par des cours privés, qui est une machine à sélection sociale absolument insupportable à mes yeux, ayant eu à connaître de près plusieurs jeunes gens essayant d'entreprendre des études de médecine et ne pouvant le faire parce que la famille ne pouvait assumer les coûts, ou bien parce que le mécanisme était trop grossièrement une machine à filtrer socialement. Alors, première chose à dire, les mentalités ont évolué. Donc, ne nous repérons pas, sur ceux que nous avons connus, notre bon docteur à nous, de telle ou telle génération, qu'on pouvait mobiliser la nuit, le jour, qui venait quand il fallait, hein. C'est fini tout ça. Les jeunes gens, d'abord, la profession s'est féminisée, donc elle s'est rationalisée. Les gens sont en demande de relations professionnelles normales. Et dans les relations professionnelles normales, il y a du temps pour les vacances, il y a du temps pour s'occuper de la famille, etc., etc. Donc, nous avons une plus grande disponibilité à la salarisation des médecins. Et donc, c'est un atout pour la période qui vient. Si nous sommes capables de proposer à des jeunes gens de faire des études de médecine et de leur verser des bourses dès le départ, comme on le faisait par exemple quand on recrutait dans les écoles normales départementales, eh bien nous trouverions le public qui viendrait en force pour devenir médecin. Et nous pourrions commencer à partir de la 2e ou la 3e année, vous savez aussi bien que moi que c'est déjà le cas, à les introduire dans le processus. Et la divergence ne ferait qu'à la 6e année quand on arrive dans l'internat. Voilà comment, alors clairement, nous allons avoir une période intermédiaire extrêmement dure à gérer. Alors c'était pas une bonne idée de commencer à montrer du doigt tous les étrangers dans ce pays, parce que si vous enlevez les médecins et un certain nombre de spécialistes parce qu'ils ne sont pas français ou qu'ils ont des origines qui ne sont pas dans nos terroirs, il y aura encore moins de monde. Donc je propose qu'on commence à redevenir poli avec les gens qui sont chez nous et qu'on leur dise merci quand ils rendent des services au lieu de les maltraiter ou de les regarder de travers. Mais disons-nous que nous allons au-devant d'une période difficile, intermédiaire. Mais encore, on n'en sortira que si on sait où on va. Si on ne sait pas, et qu'on continue à ouvrir les mains en disant laissons faire le marché, le résultat est acquis d'avance, ça ne marchera pas. Il faut donc être volontariste, ouvrir des maisons ou des centres de santé qui permettent à plusieurs médecins de participer au travail en étant salariés. Voilà, bon, c'est pas la peine d'inventer midi à 14h, les solutions on les connaît, elles existent déjà dans un certain nombre d'endroits, il faut les généraliser. Ça s'appelle la généralisation des bonnes pratiques. Ça ne sera pas mon invention de la journée. Elle ne m'appartient pas.